Ben voilà, bonjour à tous pour cette 4e édition du colloque Guy Namurois. Il faut bien entendu remercier Anne, excuser et remercier Eric qui est absent pour des raisons professionnelles. Je pense qu'il est au soleil. Il ne doit pas tellement envier notre météo. Et bien entendu Boris, l'académique de service. Sans oublier bien entendu aussi Karine qui s'est occupée comme d'habitude de veiller à ce que l'intendance soit là. Et puis Olivier Frédéric qui cette fois a pris un peu le relais des préparateurs physiques puisqu'on est dans une période un peu particulière. Beaucoup skient et donc beaucoup vont devenir bientôt les clients du Dr Co en revalidation. Alors le sujet de ce 4e colloque est un peu particulier. Il arrive au terme de la semaine de l'éducation physique qui a été organisée par Marc Loos. Donc c'est une espèce de feu d'artifice pour la fin de sa carrière. Et ça s'est excellemment passé et ça explique peut-être pourquoi vous n'avez pas ici le recteur ou d'autres représentants académiques parce qu'ils ont été extrêmement sollicités. Vous savez que Marc Loos a des défauts mais a aussi des qualités, c'est d'être extrêmement persuasif. On dit en wallon bourreux, hein, c'est-à-dire qu'il est impossible de lui dire non. Voilà. Alors les secrets du succès en sport existent-ils vraiment? C'est la thématique un petit peu à la sauce la Meuse, hein, parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de secret, on n'est pas ici dans un congrès d'alchimistes. Et il s'agissait tout simplement peut-être d'une question de bricolage et d'intuition. 2 mots sur lesquels je voudrais revenir après vous avoir souhaité la bienvenue et surtout vous avoir rappelé que les métiers du sport, et plus particulièrement celui de préparateur physique, étaient il y a 2 ans, au cœur du 3e colloque Guy Namurois, après l'exception sportive, un autre thème cher à Guy qui pensait que le champion est l'exception qui bouscule la règle, et puis bien entendu son cheval de bataille qui était le passage de l'éducation physique à la performance. Et à cette occasion, nous avions déjà accueilli Mario Inorato parce qu'il avait cette double casquette également, mais on vous l'expliquera tout à l'heure, d'être aussi un enseignant comme l'était Guy. Alors Guy était également et avant tout un éducateur et un amoureux de l'activité physique sous toutes ses formes, surtout quand elle rime avec bien-être et santé, écrivions-nous il y a déjà 2 ans. 3 éditions et une belle approche de sa riche personnalité. Que reste-t-il à explorer de son message subliminal qui nous a légué bien trop tôt? Cette année, nous allons nous pencher sur une thématique aussi large que diffuse, aussi simple que complexe, aussi évidente qu'obscure. Qu'est-ce qui fait un bon entraîneur, une bonne coach? Je ne sais pas où est Fabienne Joris, voilà, hein, c'est important, une bonne coach, car il ne faudrait pas oublier la meilleure moitié de l'humanité. Qu'est-ce qui permet de performer à un groupe avec lequel tout le monde échouait auparavant? Qu'est-ce qui explique qu'une petite Belge sans physique particulier puisse bousculer la hiérarchie du tennis, du judo? Comment comprendre qu'un groupe de gamins rouges puisse remporter le titre national en football? Je parle d'il y a quelques années, hein, bien entendu. Un dénominateur commun et 3 lettres, Guy. Ce mystère est un peu comme le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais quand il s'agit de le définir, il n'y a plus personne. Et Guy ne cachait rien à personne. Tous ces trucs et ces trouvailles, il était heureux de les partager. Il aimait par-dessus tout la critique quand elle est constructive et confraternelle. Mais il était unique, incopiable, alors qu'il était en beaucoup de choses un modèle. Alors quel était son secret finalement? N'attendez pas des plans d'entraînement cachés, la formule magique du coaching, n'attendez pas que la préparation physique idéale vous soit dévoilée ce jour, mais attendez-vous à apprendre sur vous-même, à apprendre sur nos erreurs, à apprendre de nos partages d'erreurs et de réussites. Ce samedi, à part nos invités étrangers, Frédéric Aubert et Stéphane Fukosawa, mais ce ne sont pas vraiment des étrangers, ce sont simplement des Belges annexés. Tous sont issus du sport de terrain, tous ont connu Guy, directement ou indirectement, tous sont des maîtres dans leur domaine et vont partager avec nous, sous le mode du compagnonnage si cher à Guy et à Eric, qui avait créé le RP Cube pour que vive la transmission et le débat. Alors, bricolage et intuition. J'en viens et je vais vite. Le bricolage n'est pas une passion du dimanche. Non, c'est en fait une chose très sérieuse, qu'on étudie même en sociologie, en philosophie. Il n'est ni l'inverse de la science ni de la technique, mais il n'est pas non plus la science et la technique. En fait, c'est l'adaptation aux circonstances, aux personnes, aux lieux, au temps, dans un environnement déterminé. C'est une fausse improvisation, c'est une hyper-adaptation. Et c'est Guy, avec ses exercices venus d'ailleurs, avec ses trouvailles, avec ses jeux innovants. Contrairement à l'artisan qui programme son activité, le bricoleur improvise.
comme l'artiste, et il perd en création ce qu'il gagne en efficacité. Ni technique ni art, le bricolage participe des deux. Le bricolage pour Lévi-Strauss c'est une pensée sauvage, avec les moyens du bord, et puis surtout une forme d'intuition. C'est-à-dire un savoir tout sauf formel, une manière pour la pensée non de conceptualiser, mais de faire corps avec l'objet, la situation, la personne, le sportif, et, comme l'écrivait ce bon vieux Kant, coïncider avec ce qu'elle a d'unique et par conséquent d'inexprimable. Je parlais de la personne. Puisse cette édition vous plaire, vous enrichir, elle sera comme chaque fois à l'image de Guy, fidèle à sa pensée authentique. Celles et ceux qui vont intervenir ce jour le feront dans cet esprit qui habitait nos Guy. Merci à eux et ils seront nombreux lors de cette journée, nombreux à l'avoir connu et apprécié. Je cède maintenant la parole au professeur Gilles Otseff pour vous annoncer notre première invitée. Voilà. J'ai dit. Bien, bonjour à tous. Au nom du comité d'organisation, au nom de l'université, donc je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vais remercier et souhaiter la bienvenue aussi à Frédéric Aubert. Frédéric Aubert qui est notre invité d'honneur pour cette 4e édition du colloque Guy Namurois. Alors Frédéric Aubert, pour moi, c'est tout d'abord un entraîneur d'athlétisme. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon sport. Et ce sont des livres de référence, parce que quand on entraîne dans l'athlétisme et quand on s'intéresse, il y a quelques livres de référence. Et dans ces livres de référence, il y a les livres Les courses, les sauts, les lancers de PS. Et Frédéric en est l'auteur. Co-auteur. Voilà. Mais tu es dans les auteurs de ces livres et ce sont des véritables références. Au-delà de sa carrière d'entraîneur de haut niveau en athlétisme, il a exploré, à l'image de Guy finalement aussi, les différents champs, différents sports au niveau de la préparation physique, avec à chaque fois de nombreux succès, notamment une médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec l'équipe féminine de basket. Et depuis maintenant toute une série d'années, depuis 2013, il travaille à la Fédération française de foot et plus particulièrement avec les filles. Et donc Frédéric, il a aussi cette expérience, aussi bien avec des hommes, avec des filles. Et je pense que l'exposé qu'il va nous présenter va mettre en évidence justement que pour pouvoir être efficace aussi bien avec les uns avec les autres, on doit avant tout être un bon entraîneur, avoir une série de secrets, enfin le terme secret on peut en discuter de nouveau, et surtout que le fait de bien travailler avec les filles va permettre, et c'est souvent un garant de bien travailler avec les hommes, alors que l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Et donc là, je pense qu'on va t'écouter avec grand intérêt. Voilà, merci pour ta présence et voilà, l'auditoire est à toi. Merci. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Je sais pas comment je dois mettre ce truc-là. Alors, tu mets les oreilles. Voilà. Ça y est, are you ready? Super. Alors, mine de rien, j'ai le trac, parce que venir face à vous, gens de la communauté de l'entraînement, du terrain, ça pue positivement le pragmatisme, l'entraînement, ce qui a été évoqué, les problématiques de solutions à trouver dans l'urgence de temps. Avec Boris, hier, on évoquait la différence temporelle qu'il y a entre la recherche, qui s'étale dans le temps avec des paradigmes et des fourches codines qu'il faut respecter, et ça s'étale forcément dans le temps, et l'entraîneur qui est dans l'urgence de temps. 4 matchs perdus, et ça y est, le président, il vous vire. Et donc, cette temporalité fait ce que vous avez expliqué, on est dans l'adaptation perpétuelle, etc. Donc, c'est ça que je ressens quand je viens à vous, et j'ai donc un peu le trac. Mais qu'est-ce que je suis content d'être là aussi, parce que j'ai frappé à la porte de Boris et de Marc pour vous rejoindre. Je dis, oh, j'aimerais bien venir au colloque Guy Namurois, j'ai des thématiques et tout, et au chausse-pied, quelle thématique pourrait coller avec celle de l'année? Et donc j'ai choisi celle-là. J'ai choisi celle-là de partager avec vous
ce que la découverte de l'entraînement des féminines m'a apporté comme entraîneur, comme personne déjà, parce que nous sommes des personnes face à nos athlètes et sportifs. Et ce que ça m'a apporté aussi au plan méthodologique fin. Et donc, comme nous l'avons mis dans le texte de présentation, Boris, il est allé directement à la conclusion, et c'est très bien ainsi. La conclusion, c'est que qui entraîne bien les hommes n'entraînera pas forcément bien les femmes. Qui entraîne bien les femmes a beaucoup d'arguments pour être également un bon entraîneur chez les hommes. Oui, oui. Ah, tu as switché? Oh, t'es trop fort. Ok. Donc, oui. Et puis, il y a Guy. Il y a Guy Namuroy. Quand j'ai lu les textes de présentation de mes collègues belges, que je vais me régaler d'écouter ensuite, j'ai compris combien Guy Namuroy vous manquait. Et combien, en fait, il manque à notre communauté, parce que c'était cet homme dans lequel je me retrouve, venant de l'athlétisme, avec aucune suffisance qu'ont parfois les entraîneurs d'athlétisme vis-à-vis de la préparation physique des autres sports. Non, cette ouverture, cette bienveillance et cette curiosité vis-à-vis d'autres sports. J'ai, avec d'autres sports, ce parallèle avec Guy, donc c'est clair que il manque à la communauté de la préparation physique et des entraîneurs. Mais il y a ces personnes-là qui organisent ce colloque tous les 2 ans et qui fait que Guy est encore parmi nous et que nous allons perpétuer cet état d'esprit, cette forme de pensée, cette approche de la préparation physique avec une grande ouverture. Je vais faire clair au niveau des entraîneurs d'athlétisme en France. Trop disaient « t'as vu comment il court ce footballeur, t'as vu ce rugbyman ». Oui, mais un athlète, c'est un couloir d'1m22, coup de pistolet, pouf, personne va vous barrer la route, il n'y a pas de bio-informationnel à part le coup de pistolet. Alors qu'un footballeur, un rugbyman, un handballeur, ils font tellement de choses. C'est la patrouille des avions, quoi. Il faut aller là, pas se percuter, paf, piloter et tout. On fait tellement de choses. Et donc, oui, les entraîneurs d'athlétisme ont beaucoup de compétences sous-jacentes au service de la préparation physique. Mais il faut pour autant regarder, être à disposition du sport pour lequel on travaille, tordre l'outil et être absolument bienveillant. Voilà. Alors, je commencerai justement. Préparation athlétique ou préparation physique? Ça, c'est mon dernier trip, puisque comme un vieux sage, comme un maître Yoda, je pars à la retraite au mois d'octobre. Donc, on a des derniers chevaux de bataille, et c'est celui-là. Et je voudrais partager cette réflexion avec vous, selon laquelle il y a plus que préparation physique. Déjà, athlétique ne veut pas dire 110 mètres haies, perche, triple saut, lancer du javelot, du poids, 3000 mètres steep. Non, athlétique vient des racines grecques athlon et athlos, qui veulent dire compétition et combat. Et du reste, quand on parle des Jeux Olympiques, on parle génériquement des athlètes, qu'ils soient tireurs à l'arc ou judokas. Et donc, c'est important de dire que la préparation physique, d'abord, eh ben, c'est quand même préparer à la compétition, au combat. Le fitness hygiénique, le fitness de loisir, le fitness pour s'entretenir, c'est une autre dimension. Quand on est préparateur physique, on est dédié à un sport et du coup, on a la compétition et le combat dans ce sport. Le combat, il peut être tout à fait décalé. Lorsque nos biathlètes arrivent sur le pas de tir avec l'obligation de faire redescendre les pulsations dans les derniers 100-150 mètres avant de mettre sur le pas de tir, puis qui sont là, il y a concomitance, ils sont l'un à côté de l'autre. C'est un duel, c'est un combat. Et qui va craquer? Il faut les mettre les 5 dans la cible avant de repartir. Donc, vous voyez, le concept de combat, il faut l'élever à sa dimension de confrontation. Alors les qualités physiques, ben oui, on sait les évaluer avec des tests génériques. Les tests de vitesse maximale aérobie, on en a un paquet. Les tests de force sur les ateliers, les appareils. Est-ce qu'on fait le 3RM, le 5RM ou le 1RM? Les tests de souplesse qui vont nous parler de l'amplitude articulaire, musculo-articulaire posée. Voilà, l'écart antéro-postérieur, l'écart latéral, etc. Souplesse d'épaule, de rachis, très bien. La vitesse, je mets mes cellules, tu vaux combien sur 30 mètres? Alors, moi qui suis un dinosaure, je suis né en 1955, l'année de la déesse, eh bien, quand j'étais au collège, il y avait le brevet sportif populaire, la vitesse était le 50 mètres. Voilà.
On teste la vitesse. Ben, résumer la vitesse aux 50 mètres de course, c'est pauvre. Nous sommes au XXIe siècle. Et la vitesse, c'est de la fréquence, du rebond, du placement du bassin, de l'équilibre contralatéral, de l'amplitude, de l'explosivité en concentrique vers la pliométrie à haute vitesse cyclique. C'est tout ça la vitesse. OK. Mais ce sont les qualités physiques posées. Alors, qu'est-ce qui reste? Elles vont s'exprimer dans une motricité particulière. Et là, pour le coup, la course du handballeur, si c'est un ailier ou un arrière central, la course du rugbyman, si c'est un pilier ou si c'est un fullback, donc le numéro 15. En football, les latéraux qui prennent les couloirs ou le milieu récupérateur, eh bien, la motricité, elle est tout à fait le média par lequel les qualités physiques vont s'exprimer. Pour toutes ces raisons, et j'en aurai fini, je pense que le terme préparation athlétique est supérieur à préparation physique. Parce qu'il faut se préparer au duel sur la durée du match de votre épreuve, en améliorant ses qualités physiques, certes, mais exprimées dans les tâches athlétiques au service du jeu. Voilà. Ce n'est pas un caca nerveux, c'est absolument une volonté de partage d'une vision sur ce qu'est terminologiquement la préparation athlétique, qui pour moi est plus englobante selon les principes de réponse au combat et mobiliser des motricités spécifiques pour engager les qualités physiques que l'on développe. Voilà. Alors, histoire de parler du sport pour lequel je travaille aujourd'hui, depuis 2013, eh oui, sur un temps de jeu de 90 minutes, on n'évolue que 3 minutes en moyenne avec le ballon. Le reste, c'est de la motricité athlétique. Courir, sauter, lutter. Quand je dis motricité athlétique, lutter épaule contre épaule. Tenir une position. Le joueur intérieur en basketball qui est dans la raquette et qui doit tenir sa position, c'est de la motricité athlétique au sens combat. Voilà. Alors, voilà notre thème. Et effectivement, c'est ce que dans une petite demi-heure maintenant, j'aimerais vous faire ressentir. C'est en quoi, quand on regarde ce public particulier, mais ça le vaut, et c'était des échanges intéressants avec toi, Boris, hier, ça le vaut pour des enfants qui ont de 3 à 6 ans à l'école maternelle. C'est un public particulier, le public féminin, et il nous apporte une richesse conséquente si on s'y intéresse et si on voit les enjeux pour l'entraîner. Pardon. Oui, parce que, y compris dans les techniques sportives, nous verrons en quoi les féminines qui ne peuvent pas avoir de rapport de force avec une discipline sont tout de suite dans la gestuelle, dans l'efficacité, la nécessité de la fluidité, mais aussi comment il faut être performant dans la précision, dans la pertinence, dans l'ajustement. Et je le dis dans le petit texte de présentation de mon intervention, enfin, on prend de plus en plus en compte ces différences, à tel point qu'à la Fédération française de football, nous allons démarrer pour la saison prochaine, dès le dernier trimestre de cette année 2020, une formation d'entraîneurs du football féminin. Donc, ça y est. Et on a souvent reproché à la Fédération française de football d'être un peu dans sa tour d'ivoire, d'être suffisante et tout. Je peux vous dire que depuis que j'y travaille, et antérieurement ça s'était produit, eh bien, il y a vraiment une volonté de s'adapter aux différents publics. Alors, nous, on connaît que les tranches d'âge, 3-6 ans, les U7, donc, et puis après, il y a les U9 et les U13 et les U15, on sait ça. Mais avoir un diplôme dédié au football féminin, c'est une très belle chose. En même temps, lorsque vous regardez, c'est le même football, c'est-à-dire que, en plus de ça, avec le rugby, le football, c'est un des rares sports qui ne voit pas d'adaptation de la règle pour les féminines.
C'est le même ballon, c'est les mêmes cages, le même temps de jeu, la même surface. En volleyball, le filet est 20 cm plus bas. Ou en handball, le ballon est plus petit. Et puis, il y a d'autres adaptations comme celle-là. Et c'est normal. On ne va pas demander en athlétisme à une femme de franchir les haies d'1,06 m sur un 110 mètres haie. On a adapté. Pour la petite histoire, jusqu'au jeu de 68, la course de haie, c'était un 80 mètres haie. 80 mètres haie, tellement on disait non, ce sont des femmes, on va adapter. C'était très bien. Mais c'était l'époque aussi, on disait non, on ne va pas faire de triple saut, de perche, parce que ça va abîmer les organes génitaux. C'est des réalités, mais la femme n'est pas fragile, elle n'est pas faite non plus en porcelaine. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire du triple saut et éviter les perturbations au niveau des organes et de la fragilité du périnée notamment. Donc c'est le même sport en football en termes de format, et pourtant on va le voir, les attributs physiologiques sont fort différents. Boum, d'entrée, on peut prendre cette diapo comme étant un état des lieux que l'on connaît. Je ne vais pas insister trop sur les aspects physiologiques et médicaux parce qu'il y a, d'abord, vous n'êtes pas des candides. Hein. Je ne m'adresse pas là à une communauté qui ne saurait rien de la différence homme-femme. Donc c'est plutôt des flashs pour situer et marquer par des chiffres. Voilà des choses que l'on sait. Alors, les rythmes de la fonction cardio-respiratoire sont plus rapides chez les femmes en lien avec leur taille moindre. Quand on a dit ça, ça n'apporte pas grand-chose. Hein, je dépose ça comme étant une réalité, mais dans les efforts d'endurance, la femme, on va le voir, n'a absolument pas de moindre potentiel, et c'est même le contraire, c'est dans les sports d'endurance qu'elle se rapproche le plus de l'homme. Par contre, la souplesse est plus grande, l'ossature est plus légère parce que la masse musculaire est moindre et la tonicité, ainsi qu'une tonicité neuromusculaire moindre. La proportion des tissus, on l'a vu sur la dia précédente, et celle-là, et on va s'y intéresser juste après par des graphiques qui nous intéressent, des graphiques de Georges Cazorla qui sont très symptomatiques. Au plan hormonal, là, il y a quelque chose qui va déjà nous transformer comme intervenants. Les hommes ont une agressivité plus forte, un goût prononcé pour le défi, l'engagement physique et les pratiques à risque, c'est connu. Ils aiment se mettre en danger. Bon. Mais ce qui est intéressant avec les féminines, c'est qu'elles vont aller au charbon, elles vont aller dans les activités à risque, mais on a obligation d'expliquer quelles sont les dimensions sécuritaires, quelles sont les mises en place, les garde-fous, et comment ça va être possible. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai ma deuxième fille, ma cadette, pour ses 18 ans, aux grandes dames de ma compagne, elle a demandé le saut à l'élastique et un saut en parachute. Waouh! Ok, elle est tenniswoman, elle veut saut à l'élastique, saut en parachute pour ses 18 ans. Vous voyez, c'est pas un problème. Parce qu'elle sait que dans un aéroclub, aujourd'hui, le parachutisme, c'est vachement encadré, mais elle voulait sa chute libre. Bien, la preuve que le problème n'est pas d'aller vers le risque, c'est dans quelles conditions on y va. Juste rappeler que, rapidement, oui, on a des phénomènes. Chez les féminines, on a aussi des dispositions hormonales distinctes. Alors, je n'irai pas jusqu'à la championne sud-africaine, Seremia, qui gagne tout sur 800 mètres, parce que là, on est dans des problématiques aiguës au plan hormonal. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une belle athlète que j'ai entraînée. J'ai nommé Florence Coll, qui est aujourd'hui chirurgienne et qui avait fait finale au jeu de 88. Et la jeune femme, bien foutue si vous me permettez, bref, les canons on va dire de la femme avec ce que nous, hommes, quand notre orientation sexuelle est hétérosexuelle, eh ben, on aime. Mais sauf que la jeune femme, elle avait un taux de testostérone supérieur à la moyenne. Et ben, il y avait une conséquence, c'est que quand on était en stage à Lanzarote ou ailleurs, en fin de semaine, Jean-Michel, elle demandait encore de faire du saut en longueur.
alors que toutes nos coureuses de haies, elles étaient cramées, et qu'en fin de semaine, on enlève les, on fait du plat, proprioception, gainage, récupération. Elle avait une capacité de récupération supérieure grâce à ses taux de testostérone supérieurs. Elle lui dit, fais-moi faire du saut en longueur, j'ai une épreuve d'heptathlon dans un mois et tout. J'étais sur le cul, si vous me permettez, mais c'est des réalités. Alors, regardez le différentiel de fibres entre l'homme et la femme. Et on va vite comprendre que le domaine de l'explosivité, de la force, sont les domaines dans lesquels il y aura le plus d'écart. Et regardez les chiffres. La force musculaire globale, c'est 63% de l'homme, avec ce différentiel particulier pour le haut du corps. 56% seulement pour le haut du corps. Les femmes ont des difficultés à faire des tractions, à faire du développé couché, stricto sensu. Après, l'entraînement améliore tout ça. Les gymnastes nous montrent des choses extraordinaires. Les perchistes féminines sont fabuleuses. Donc, l'entraînement va être la clé. Mais on part de plus loin. Retenir que les femmes utilisent plus rapidement la dégradation des lipides. Tant mieux, elles en ont davantage, semblerait-il. Et dans les activités de longue durée, elles ont ce métabolisme qui leur permet d'entrer dans la durée, dans l'effort de durée. Ça va avoir des conséquences dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà ce que je vous expliquais. Georges Cazorla, avec cette courbe-là, nous montre, mais de façon presque perturbante, que la jeune femme, dès ses 15 ans, est sur son plateau d'acquisition de sa masse musculaire. Autrement dit, comment va-t-elle s'améliorer dans des efforts à explosivité, des efforts requérant de la force, autrement que si vous l'emmenez en salle de renforcement musculaire, avec des méthodes adaptées, certes. C'est-à-dire que, là c'est... Oui. Lorsque le garçon continue de s'envoler dans sa prise de masse musculaire, la femme, là, elle est stabilisée. Et les courbes que l'on pourrait voir chez la femme montante, là, seraient le fruit d'une hypertrophie, d'un gain aussi dans l'effet de force, essentiellement issu de l'entraînement. Moi, ça m'a beaucoup perturbé, avec en plus quelque chose qui est très moderne aujourd'hui, c'est qu'on n'attend pas la puberté pour entrer en renforcement musculaire. Il y a des choses à apprendre, les placements, la respiration, la maîtrise des temps de contraction, des régimes de contraction, le recours à l'apnée sur des efforts explosifs. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'enseigner avec des medicine balls, des élastiques, des steps, des Swiss balls, tout ce que l'on veut, du TRX, pour que quand la puberté a sonné, et que la problématique des cartilages de conjugaison est réglée, la tonicité est là, on puisse entrer en renforcement musculaire. Au XXe siècle, on avait diabolisé le renforcement musculaire. On disait avec les garçons, tant qu'ils n'ont pas de poils à la zézette, on n'y va pas en salle de musculation. Excusez-moi cette métaphore grivoise pour dire, tant qu'ils ne sont pas dans une puberté avérée, post-pubertaire, on ne les emmène pas en salle de musculation. Que se passait-il ? Eh bien, il y avait une concomitance de l'apprentissage des techniques des poids et haltères en même temps que l'on chargeait l'adolescent. Et là, vous êtes sûr que vous vous blessez. Et ça, c'est une problématique de préparateur physique. Lorsqu'on va vers un sport comme le rugby, le hand ou le football, si on veut améliorer, par exemple, la vitesse chez nos joueurs, eh bien, il va falloir d'abord faire le point de leur technique de course, de leur justesse de motricité athlétique avant d'envoyer les sprints. C'est pareil dans l'histoire de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Chaque fois que vous voulez impacter une qualité physique, en même temps qu'il y a des choses à apprendre pour impacter, vous allez vers la blessure. C'est un secret. Non, c'est une évidence. Alors que la masse musculaire augmente jusqu'à 20 ans, au moins chez l'homme, elle n'évolue plus chez la femme dès 15 ans. Pour lui, toute activité physique sera bonifiée par cette anabolyse endogène post-pubertaire, générant l'amélioration de la force. En clair,
Le jeune, il soulève une haltère, il prend 3 fibres. Pour elle, seule la pratique planifiée du renforcement musculaire produira des gains de force. Et quand je dis planifié, c'est les apprentissages moteurs, la progressivité, la stratification des méthodes. Planifié, c'est du raisonner, c'est du penser. Voilà. Ok, on passe, ce sera pour vous, car bien évidemment, je dépose cette présentation à votre disposition, c'est évident. Encore une fois, pour enfoncer encore, regardez, les filles en carré bleu, les garçons en rond noir, et regardez cet écart de la masse maigre, alors qu'il va y avoir stabilisation de la masse grasse. Donc, encore une fois, pour un écart de masse grasse établi, les femmes avançant après la puberté dans l'âge ont surtout besoin de faire remonter cette courbe par le travail. Et ça, c'est sans recours à des produits illicites, ça va être le fruit de la méthodologie. Oui, encore aussi, vis-à-vis des phénomènes de fragilité osseuse, on a vu que l'ossature était plus légère, mais regardez le gain de pratiquer chez les femmes, de pratiquer une activité physique, eh bien, c'est que vraiment, on a aussi des gains et durables sur la densité osseuse, et la masse osseuse. Un petit clin d'œil à cette athlète, Mélina Robert-Michon, une superbe lanceuse de disques. Et donc, les femmes lancent moins loin le disque que les hommes et elles lancent un disque de moitié moins de poids. C'est 2 kilos chez les hommes, 1 kilo chez les femmes. Là, on a vraiment cette réalité que on n'est pas. Alors, au lancer du poids, c'est à peu près les mêmes distances. On est autour de 22 mètres pour les records, sauf que c'est 7 kg 260 pour l'homme et 4 kg pour la femme. Voilà. Allez, maintenant, on va, par rapport à cette sensation de force, d'aisance, et s'agissant de la préparation physique, mon frère astral, j'ai nommé Jean-Pierre Heger, mon frère astral suisse Jean-Pierre Heger, astral parce qu'on est né le même jour mais à 12 ans d'intervalle. Et en 2000, il a eu une médaille d'argent avec l'équipe de France masculine de basketball à Sydney. Et moi, en 2012, 12 ans plus tard, j'ai eu ce bonheur avec les braqueuses d'être aussi médaillé d'argent à Londres au basketball. Donc c'est vraiment mon frère astral, mais à 12 ans d'écart. Et il avait un questionnaire, il avait déposé ce questionnaire aux joueurs pour leur demander comment ils s'évaluaient, comment ils s'auto-évaluaient. Et il m'a dit, reprends ce questionnaire et féminise-le. Féminise-le. Et je vous le montre simplement pour vous dire que chez les garçons, il y avait beaucoup de oui, oui, oui positifs, parce que qui c'est qui a la plus grosse, c'est moi. Chez les femmes, eh ben, elles se sous-évaluent souvent. Et c'est là qu'on a recours aux tests physiques et à la comparaison pour dire mais non, t'es forte, t'es explosive. Mais sur une question comme comparé au top niveau, je me sens suffisamment forte et puissante, un homme il va vous dire ouais, non, tout simplement. Et c'est comme ça. Moi j'aime les deux. J'aimais avec les rugbyman ce côté gaulois, village irréductible d'Astérix Obélix. Ouais, on va leur trouer le cul. Ouais. Très bien, ok. Ouais, bah après, il faut réguler. Et avec les féminines, une fois on les a convaincus de leur potentiel, eh ben, ça monte très fort aussi. Donc ça, c'est un questionnaire. Vous le récupérerez. Ça peut vous aider à entrer dans la mise en place d'un programme individualisé de préparation physique en voyant les aspirations, les besoins et là où il y a les points de faiblesse dans la confiance. Si besoin était, voilà le type d'argument pour emmener une jeune femme en renforcement musculaire, lui dire, ben voilà, dans le football, les exigences, c'est là. Il est facile d'y mettre le handball, le volley, le basketball. Il y aura des besoins également dédiés. Simplement,
là où il y a eu évolution, c'est que lorsque mes collègues au pôle France féminin de Clairefontaine, à l'époque, fin des années 90, eh bien, pour emmener les joueuses en salle de musculation, ils devaient leur montrer alors une athlète femme, c'était Elena Isimbayeva, recordwoman du monde du saut à la perche, musclée, harmonieuse, des belles lignes et tout. Être musclée, athlète et femme, quoi. Mais il fallait aussi montrer une femme de couleur, parce qu'on a beaucoup de joueuses et de joueurs de couleur. Eh bien, c'était Christine Aron. Christine Aron, si vous vous rappelez. Voilà. Mais il fallait ce subterfuge pour les emmener en salle de musculation en disant, mais voilà, on va faire du renforcement musculaire avec vous, mais on ne va pas vous abîmer, on peut vous embellir. Aujourd'hui, c'est plus la peine. C'est plus la peine, et je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet. Vous allez voir comment méticuleusement elles sont dans le renforcement musculaire. Alors, décodage, on est à 3 jours d'un match important, on est dans de l'harmonisation musculaire, de la tonification, voire même un peu de drainage, parce qu'on avait bien bossé. Donc, ce n'est pas une séance de force. Hein. Je sais que j'ai les méthodologiciens dans la salle, là. Non, non. On soulève des cachous la jaunie, tranquille, mais on se bouge quand même. Alors, envoyer la sauce, c'est ici. En fait, je serais plus à l'aise si je... Yes. Vous allez regarder ce soin dans l'exécution. Nous allons solliciter tout le squelette. Le haut du corps, chaîne de poussée, chaîne de tirage. Voilà. On privilégie le demi-squat, une jambe, même avec charge légère, même avec une barre de 20 kg. Les exercices et les routines semi-techniques d'haltérophilie. Voilà, il y en a qui sont plus à l'aise, comme notre capitaine Wendy Renard de l'époque. Chupa-chi-cha. Descente lente, poussée dynamique. L'intérêt du demi-squat, une jambe, pour nous, hein, c'est on divise par plus de la moitié la charge sur le dos, on équilibre jambe droite, jambe gauche, et il y a peut-être un peu de proprioception in situ, en plus. Donc chaque fois qu'on peut solliciter les jambes en soulageant le dos des femmes, c'est bien. Et c'est valable pour les plus jeunes, bien évidemment. Sur les machines guidées, toujours à une jambe, ce que je fais à droite, je fais à gauche, mais je ne laisse pas à 2 jambes, la jambe la plus forte travailler davantage. On a toujours l'assistance de nos kinés qui sont aussi des collaborateurs privilégiés, les kinésithérapeutes ou les physiothérapeutes. Ils veillent au cas par cas. Des alliés. Sortie de séance. Un peu d'excentrique sur banc, de dynamique sur step, de proprioception sur coussin pneumatique. Voilà, ça c'était la sortie de salle. Et un minimum de stretching, de restitution des longueurs, et non pas de gain de souplesse en sortie, bien évidemment. Alors, oui, hop, ça va arriver d'un... Ok, ben ça arrive d'un bloc. Alors, parlons de Louis. Ça, c'est pas de l'anecdote. Je l'ai vérifié. Que il n'est pas utile de brailler sur les sportives. Effectivement, Louis est 3 fois plus développé que chez l'homme. Combien de fois ma tendre et chère me dit « Parle moins fort, on t'entend. » Je crois chuchoter. Eh ben non, je chuchote pas. Je crois chuchoter, mais je parle trop fort, quoi. Elle m'entend. Bon, très bien. Ouais, mais c'est une conséquence. Pourquoi brailler? Et moi, je régulais mes collègues, je dis, mais pourquoi vous gueulez sur les femmes? Ça sert à rien. Déjà, c'est irrespectueux, mais ton discours, il va pas bien passer. La vue. Alors, la vue, c'est intéressant aussi, parce que je l'ai retiré, mais avec vous, je suis à l'aise. Hein. L'homme, il a une vue et un regard sur les choses assez érotisé. La conséquence. Moi, j'ai vu
l'équipe de France de basket féminine, face à une vidéo pas tellement de qualité, complètement focus. L'information, pour les sportifs, quand elle est dans l'écran, l'information, elle va être prise. Si vous voulez, avec les gars, faire passer un message, mettez des belles images. Il faut des ralentis, il faut des choses qui soient nickel, l'image est belle et tout, et ça va les emmener. Si vous avez un montage vidéo avec des images crapoteuses et puis c'est pas léché, vous atteindrez moins votre objectif. Les femmes, elles vous le pardonnent, elles veulent l'information. Ça, c'est pas banal. Notamment avec ce qui se passe chez nous, avec ces dossiers d'abus sexuels d'entraîneurs qui ressortent. Quelle horreur, et c'est bon qu'ils ressortent, mais quelle horreur pour les victimes. Eh bien, vous voyez, je pense, mes deux filles sont dans le tennis avancé, et effectivement, comme en gymnastique, voire même en athlétisme, on peut parfois s'approcher d'une sportive et lui prendre un segment, un membre, pour lui montrer quelque chose. En tennis, c'est fréquent. Eh bien, respect. On dit souvent, hein, la zone érogène de l'homme, c'est le sgeg. La zone érogène de la femme, c'est le corps. Mais ça, c'est une conséquence. Hein. C'est-à-dire que vous devez être précautionneux par rapport à la relation tactile qu'on a avec les sportives et avoir l'autorisation d'elles. L'olfaction, ça c'est extraordinaire. Quand j'ai expliqué ça à mes collègues de la gym, il y en a un qui me fait « Ah mais je comprends, chaque fois qu'elles sortent d'un agrès, elles vont dans leur sac faire pipi, pipi. » Eh ouais. Quand au pôle France féminin, au pôle France de basketball, les féminines faisaient la musculation le soir, on verra pourquoi, et les garçons étaient dans la salle de musculation le matin. Quand mes juniors, ils arrivaient avec leur sac, avec leur maillot en nylon qui avait pourri dans le sac là, pendant 2 jours, ils sentaient le putois, ils m'infestaient la salle. Les femmes, elles entraient dans la salle derrière, elles disaient, putain, ça pue, bah ouais, vos copains là, dans déodorant et tout. Une femme, ça pue pas, messieurs, dames. Et la conséquence, c'est que si vous voulez la faire travailler dans une salle de musculation où il y a du bruit, c'est glauque, ça pue, elle ne va pas bien marcher. Hein. La salle de musculation que vous avez vue là à Clairefontaine, elle est nickel. Hein. C'est presque une salle d'hôpital. Hein. Vous voyez, je le mets. Parce que je l'ai vécu ça, avec une athlète que j'avais emmenée en salle de musculation à l'INSEP, à l'époque où l'INSEP n'était pas ce que c'est aujourd'hui, et c'était terrible comme ça. Et c'était Florence, elle est presque tombée en larmes, elle me dit « Mais Fred, ça ne va pas être possible, hein, je ne peux pas travailler là-dedans. Hein. » Là, je dis « Merde, effectivement. Beaucoup de bruit, ça sentait le putois en action et tout. Bah ouais, c'est clair. » Alors, un petit clin d'œil, parce qu'on parlait d'épreuves à risque, de finesse, de pilotage, d'explosivité. Le skeleton, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Eh ben, regardez, les femmes, elles s'y collent. Elles ont le bobsleigh, bien évidemment, et tout. Et regardez ces yeux-là. Voilà, moi, je vois des yeux de rapace sur la piste, là. Et, alors, on va aller vite là-dessus, mais je dois vous l'évoquer. C'est quelles sont les relations entre la période menstruelle et la préparation athlétique, blessure, fatigue. Vous avez des documents là-dessus et il y a un très bon document chez Deboc, la femme sportive, qui parle de ça, donc on ira très très vite. Simplement identifier 2 phases et aussi identifier qu'il y a des moments de fatigue, des moments favorables, des moments moyens, et que le cycle menstruel est en fait une variation d'état que l'on voit avec du 1er au 5e jour une fatigue et une baisse de concentration. Après le 5e jour, réponse à l'entraînement de force, capacité de récupération meilleure. Attention, ovulation 14 jours, les risques de blessures plus importants. La problématique de la rupture des ligaments croisés tourne autour de ça, parfois.
Après, température corporelle qui monte, métabolisme de base, tolérance à la chaleur moindre, fatigue plus tangible, et enfin, appétit et envie qui reviennent. Ouais, et ça fait un cycle. Eh ben oui, ça fait un cycle. Qu'est-ce qui nous intéresse en tant qu'entraîneur? Les sportifs ont besoin d'écoute et de bienveillance face aux douleurs éventuelles liées à leur indisposition. Chez certaines, des règles abondantes s'associent à une perte de fer importante, ce qui, de fait, les rend fatigables. D'autres peuvent souffrir de maux de ventre durant cette période. Chez elles, les entraînements intenses et prolongés seront donc mal supportés. Retenir que la sévérité des symptômes prémenstruels et menstruels impacte les performances plus que les changements physiologiques, et les moyens de contraception, eux, n'influencent ni la performance ni la capacité à s'entraîner. Soulignons néanmoins combien la femme sportive s'accommode particulièrement bien de ces désagréments ponctuels. Les footballeuses invoquent rarement leur période menstruelle comme obstacle à leur pratique. Simplement, il y a deux écueils qu'il faut éviter. Trop en parler, mettre ça en avant avec une élégance. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, quoi Je ne vais pas vous la faire Bigard, Jean-Marie Bigard, mais il y a plein de grossièreté là-dessus. Je vais éviter. Et puis, il y a l'autre côté, on n'en parle pas. Oh non, non. On tait le phénomène. Non, vous évoquez que si, au moment de tes règles, tu es particulièrement indisposé à la pratique sportive, eh bien, on aménagera ou on enlèvera même. Il faut avoir un discours bienveillant de « le coach sait ». Mais si tout va bien, on continue et rien ne sera particulièrement changé pour autant. C'est de la bienveillance et de l'écoute. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et enfin, la phrase du dessous, médaille d'or et records ont été battus à toutes les phases du cycle. Voilà, la femme reprend le dessus. Voilà, pas plus qu'être enceinte n'est une maladie. La période menstruelle, ce n'est pas un handicap a priori. Mais il faut être attentif, c'est ça l'essentiel. Allez, on va passer sur un petit message sur la fréquence. Et donc, une petite respiration. Voilà. Non, je reviens, il est là. Ouais. Savoir faire de la fréquence, un savoir caché pour l'entraîneur. On est dans le pilotage des appuis, et notamment avec du talon pointe pour freiner et repartir en digitigrade. Si vous voulez, sur la motricité athlétique au service des sports terrestres, en savoir plus, je me ferai un plaisir de dédicacer le livre que vous achèterez et que j'ai écrit, Motricité athlétique. Et je sais que j'ai un collègue dans la salle à qui je dois une dédicace déjà, il est venu me voir, et je ne le raterai pas à la pause, bien évidemment. La motricité athlétique, approche transversale à l'usage des sports terrestres. Tout comme l'anglais n'appartient pas aux Anglais, la motricité athlétique n'appartient pas aux athlètes. C'est une motricité transversale et qui même va au-delà des seules gammes athlétiques. Talons, fesses, montée de genoux, jambes tendues, pas dessous, c'est bien insuffisant. Apprendre à se disparaître aussi, très important. Savoir cacher. Alors, on va aller assez vite maintenant parce que j'ai une affiche qui m'annonce 5 minutes. On va parler rapidement du mystère de l'angle Q, c'est-à-dire cet angle qui est fait du fémur, de l'axe du fémur, par rapport à la symphyse pubienne, la projection, et qui fait un angle plus ou moins marqué. On le sait, les féminines ont un angle lié à la largeur du bassin plus important qui peut fragiliser au plan morphologique le genou par ce valgus. Alors, simplement, vous m'excuserez la photo en haut à gauche qui est une vraie horreur, eh bien il n'y a pas de fatalité. Et il faut prendre acte que sport de raquette, sport de collectif soumettent
à mal les genoux de nos féminines. Et pas seulement, hein, les footballeurs eux-mêmes ne sont pas exempts, mais on pense qu'il y a, lié à cet angle cul, à ce déficit de force musculaire, notamment en excentrique, voire au niveau des ischios, il y a des carences. Eh bien, il n'y a pas de fatalité. On peut traiter la proprioception comme on sait le faire. On peut traiter la force excentrique des extenseurs, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu sur l'image, freiner conséquemment à la descente d'un step et là, apprendre le contrôle de la contraction excentrique au service de l'amortissement et du freinage. Équilibrer les ratios, il faut aller sur les ischio-jambiers qui sont souvent faibles chez les féminines. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que le sédentaire, le et la sédentaire n'ont pas des ischios faibles. Parce que, en fait, comme leurs quadriceps sont, on va dire, normaux, domestiques, le ratio est bon. Dès lors qu'on rentre dans une activité qui fait faire des démarrages, des sauts, des freinages, les masses quadricipitales augmentent, le quadriceps prend le dessus sur des ischios dits normaux. Et hop, le ratio s'inverse. C'est pourquoi il faut aller vers le renforcement musculaire des ischios pour rééquilibrer ce que le renforcement in situ des quadriceps se fait dans la pratique. Voilà. Avec répartition dans les ateliers, un petit peu souvent, jamais beaucoup, une fois. OK. La pliométrie multidirectionnelle, le saut à la corde comme un zébulon dans tous les sens, les petits sauts, une pliométrie basse, les petits sauts dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas de fatalité. On peut diminuer les risques de blessures au plan de la rupture du LCA. Est-ce que ça démarrerait là? Non. Oui, je te la laisse lancer. Là, vous avez des basketteuses au Pôle France de basket qui font des gammes syncopées. Le stop, c'est un vrai stop. Donc, il y a à la fois la maîtrise des gammes athlétiques pour ces filles qui font 1m90 et en même temps, il y a de la proprioception. La fréquence gestuelle, je vous la vends comme étant un axe fort de la préparation physique en général dans la formation de la joueuse. On est sûr d'être sur les fibres rapides. Dans la répartition des charges de poussée et de freinage, dans la performance même, parce qu'on augmente le pouvoir agir sur les trajectoires, et enfin dans l'efficacité du démarrage, si on vous dit est-ce qu'il faut que je démarre en poussée ou en fréquence? En fréquence. Je vais passer, les gars faisaient la même chose, celle-là me va bien, puisqu'on est chez les féminines, vous pouvez la lancer? Les garçons, juste avant, faisaient la même chose. L'idée, si j'avais mieux géré mon temps, c'était de vous montrer que les garçons font des choses et les filles le font tout aussi bien, si ce n'est mieux dans la qualité de réalisation. Mais je ne vais pas non plus diminuer les hommes pour autant. Ils savent être précis quand on leur demande et qu'on les amène à cela. C'est bien, Lydia. Mais là, c'est du pilotage d'appui sur base de haute fréquence. Des choses que... Alors, OK. Là, c'est ma pépette, joueuse de tennis par ailleurs, voilà, qui est sur la première page du livre Motricité athlétique. C'est Julie que vous aurez. Voilà. Alors, là, je vais défiler parce que le temps me manque, mais c'est pour vous, vous retrouverez reconnaissance de l'expertise du coach. Les hommes intègrent immédiatement le coach au regard de son palmarès. La réputation fait foi. Les femmes, elles reconnaissent la compétence du coach qu'après avoir vérifié, qui va solutionner son problème. Chaque femme va vous donner sa barrette. J'ai solutionné ton problème, tu me donnes une barrette. J'ai solutionné ton problème, tu me donnes une barrette. Alors que les hommes, bon, si vous êtes pas bon, ils vous mettent un grand coup de pied aux fesses à la fin. Mais la femme, c'est pas votre palmarès d'entraîneur qui va faire foi. C'est comment vous la regardez. L'individualisation, on connaît. C'est évaluer, tenir compte des capacités de récupération individuelle et individualiser le feedback. Voyez, l'évaluation des ressources, tenir compte des capacités individuelles, même pour des niveaux de ressources supposés identiques. Il y a des récupérations différentielles selon les âges aussi, les cultures, l'antériorité et le feedback. La musculation.
On peut programmer le renforcement musculaire le matin et faire du spécifique chez les hommes. L'après-midi, chez les femmes, il faut programmer la musculation en fin de journée en ayant fait le spécifique le matin. Ou alors, s'il n'y a qu'une séance de renforcement musculaire programmée ce jour. Bref, faire renforcement musculaire le matin et football l'après-midi, vous les perdez parce que l'équipement hormonal de l'anabolisant endogène n'est pas du tout le même. À l'issue d'une nuit, suite à du renforcement musculaire, vous retrouvez vos sportives plus toniques que jamais. Chez les femmes, il faut paramétrer finement les charges de travail, donner de l'autonomie à partir de contenus précis et calibrés, diriger et bien doser la préparation terminale, encadrer les derniers instants avant l'épreuve. La femme va avoir tendance à bachoter, à répéter pour se conforter. C'est lié aussi au questionnaire que je vous ai présenté. Avant l'épreuve, elle va vouloir se rassurer et elle risquerait d'en faire de trop. L'homme, il se gère assez bien à l'approche de l'événement. Il sent qu'il faut calmer, il faut laisser remonter, tout. Encadrer, accompagner, sécuriser la préparation terminale. Le discours d'avant-match, on sait que les féminines, elles vont plutôt faire le job sur une équipe plus faible, mais il ne faut pas diaboliser ou grossir l'équipe la plus forte. Il faut au contraire donner les moyens de battre qui va être plus fort. Chez les gars, même l'équipe du bas de tableau, elle va vouloir croquer l'équipe du haut de tableau. Ça, c'est sûr. Par contre, ils pourraient se trouer face à une équipe beaucoup plus faible. J'arrive à la fin, les amis. Ce petit clin d'œil, j'ai bien aimé Maurice Ouvion. Je vous laisse lire. Je ne connaissais pas cette réaction. Je remercie du 2AF d'avoir ajouté le saut à la perche au programme féminin. Eh oui, on saute dans les bras de son entraîneur quand on est une athlète. Retenir que la qualité de l'exécution, les apprentissages techniques seront le vecteur premier parce que la femme, elle ne sera pas dans un rapport de force avec sa discipline. Être progressif, placer le renforcement musculaire à la fin, on l'a vu. Dire pourquoi, être précis sur le comment, individualiser, doser, soigner les sorties de séance comme un pont méthodologique jeté vers la séance suivante. Là, je passe, c'est le fait que quand on fait de la préparation athlétique, eh ben, on va utiliser les mêmes registres pour régénérer une joueuse. C'est valable pour l'homme également. Lorsqu'ils savent prendre en compte les spécificités de la femme sportive, les entraîneurs sont positivement transformés par leur expérience d'encadrement de sportifs. Parmi les qualités cachées de l'entraîneur, la capacité d'adaptation aux caractéristiques du public est le garant de son évolution dans le métier. Mon expérience dans l'encadrement des féminines m'amène à vous dire qui entraîne bien les femmes entraînera bien les hommes, l'inverse n'est pas assuré. Voilà, en conclusion, Madia, on est parti des spécificité de la femme, on a un regard sur l'élaboration des contenus et dans l'intervention, ça c'est un résumé, articulation pertinente des contenus, quand est-ce qu'on met la force, par exemple, pas besoin d'entrer dans de l'aérobie, trop souvent on fait trop faire d'aérobie aux féminines en premier alors qu'il faut les dynamiser, précision dans les efforts, bienveillance dans le regard, justesse dans le discours. C'est moi. C'est ma dernière diapo, Boris. Hommage à un grand sélectionneur, M. Pierre Vincent. Il est là. C'est notre médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Regardez, cet homme est extraordinaire, M. Pierre Vincent. Lui m'a fait progresser énormément dans la compréhension sensorielle, affective, cognitive des sportives. Moi, j'étais prêt au plan physique à les respecter. Je savais ce que je devais leur faire pour ne pas les blesser. Mais il y a une dimension supérieure. Comment elles ont besoin de précision, de justesse, d'équilibre, de justice aussi dans le discours. Sachons qui nous sommes, nous, préparateurs physiques, et faisons notre job. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Frédéric pour ta présentation très très intéressante. Alors on va maintenant passer à la période des questions. On va avoir 5 minutes pour éventuellement poser une petite question à Frédéric. Est-ce que... Oui, directement. Je vais faire en tête comme ça. On est tous les deux. Ça m'a frappé que vous avez dit que pour une femme, la préparation physique, donc les séances de strength training, c'est l'après-midi après la séance. Pour les hommes. Oui, la séance de renforcement musculaire est après le spécifique, pas avant. Mais dans la littérature américaine, National Strength Coaches Association, on dit le contraire. C'est pour hommes et femmes la même chose. Le matin, l'efficacité est plus grande ou plus élevée. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Alors c'est dommage pour les Américains, mais je ne sais pas ce qu'ils donnent à leur féminine. Moi, je l'ai vérifié dans tous les sports. Si on fait faire du renforcement musculaire avéré le matin, le soir, on les perd dans leur spécifique. Bah alors, il y avait plein de mains. Fréquence. Merci beaucoup. Bonjour. Si je vous ai bien entendu, vous tenez le discours qu'un bon préparateur et un bon entraîneur pour dames sera obligatoirement un bon entraîneur pour hommes. On est bien d'accord? Je n'ai pas utilisé obligatoirement, je ne l'ai pas utilisé. D'accord, mais quand même, ça peut contribuer. On est bien d'accord. Ok, dès lors, je ne comprends pas très bien la volonté, excusez-moi, de la Fédération française de foot de créer une préparation, un module de préparation qui amène en fait à être entraîneur pour dames spécifiquement. Alors, c'est un diplôme d'entraîneur du football féminin, à l'intérieur duquel moi je vais intervenir pour expliquer ce qu'est la préparation physique dédiée aux femmes. Mais c'est un entraîneur de football féminin. Oui, exactement. Voilà, c'est pas un diplôme de préparateur féminine, de préparateur physique féminine. Non, non. Oui, les mains. Une dernière question peut-être? J'avais vu 3 mains se lever. Elle est où la 3e? Non. Bon. Alors, j'ai répondu un peu rapidement à notre premier collègue, du coup, parce que je pensais qu'il y avait plus de questions pour lesquelles je voulais faire rapide. Oui, c'est l'équipement hormonal. Je ne sais pas ce que disent les scientifiques américains. De toute façon, il faut savoir que quand on leur a donné une souche du VIH, l'Institut Pasteur, pour confirmation, ils ont dit qu'ils avaient trouvé la même en même temps. Donc, on peut avoir des réserves. Top, un petit tacle. En fait, c'est une réalité. L'équipement hormonal dans le domaine anabolisant endogène est bien plus faible. On l'a vu, les taux de testostérone ne sont pas les mêmes chez l'homme et la femme. Ce qu'on peut amender dans le livre chez Debock Université, La femme sportive, c'est que s'agissant de la vitesse au plan bioénergétique, la femme récupère bien des efforts de vitesse. Mais je parle bien de force. Lorsqu'on va faire des demi-squats, du travail sur les ischio-bancs, et qu'on va chercher une amélioration de la force, hommes et femmes ne sont absolument pas égaux l'après-midi lorsqu'on revient sur sa discipline. Donc, après, je veux bien la contradiction, mais là, je vous transmets vraiment une expérience, et pour m'être heurté à cette réalité, lorsque j'entraînais des athlètes hommes et femmes, je parle là de l'athlétisme, ils faisaient leur séance de musculation en même temps, et l'après-midi, quand on voulait passer sur le spécifique, seuls les hommes rebondissaient même. Les femmes étaient éteintes. Donc voilà, c'est bien d'avoir de la contradiction d'autres sources, mais moi je suis absolument opposé à ça. Et je tiens à appuyer sur le fait du conseil, et c'est un conseil, vous ferez ce que vous voudrez, c'est un conseil, faites. Nous, avec les sélections, on fait le football 11h, 13h. Okay, très bien, on a fait le bon football. Sieste, renforcement musculaire, 17h. Et même chez la féminine, eh bien, ça se passe bien parce qu'elle sait qu'elle a fait du bon football le matin. Elle va pouvoir se livrer dans la salle de musculation le soir sans retenue. Le gars, et je l'ai vu avec les rugbyman, si on fait musculation le matin, il y a rugby l'après-midi, aucun problème, il va pousser. J'avais même Diego Dominguez, quand il finissait sa séance, on avait fait le stretching de sortie et tout, puis il était là, et il regardait une machine, et hop, il partait, il se faisait un butterfly à la fin pour partir. J'ai dit, mais non, non. Merci beaucoup Frédéric.
pour ce partage d'expérience. Et quand on parle de partage d'expérience, je transite directement sur la présentation de doctorat à l'INSEP avec Jean-François Robin, et qui va venir nous parler justement de l'importance de comment les entraîneurs finalement capitalisent leur savoir et comment est-ce qu'on peut transmettre ce savoir de génération en génération. Donc là, on est sur un développement long terme, non pas de l'athlète, mais peut-être de l'entraîneur. Et je pense que c'est dans l'heure du temps, c'est très très important à notre époque où on s'interroge de plus en plus sur cette formation des entraîneurs, sur justement comment l'optimaliser et comment garantir une continuité dans le temps. Voilà, on t'écoute. Merci pour ta présence. Merci Boris. On m'entend bien, ça va? Oui? Ça a l'air bien. Merci Boris, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est ma première conférence comme conférencier invité. Donc j'ai l'habitude des communications, des cours à l'université, mais jamais d'être comme ça mis en lumière sur un temps particulier. Donc merci pour cette occasion. Ça sera l'occasion pour moi de développer de l'expérience. Alors avant de venir, j'aurais peut-être dû demander à des gens comme Fred Aubert ou Jean-François Robin qui ont l'habitude d'être conférenciers invités de partager un petit peu avec moi leur expérience de comment ça se passe et comment faire que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Mais je ne l'ai pas tout à fait fait. Alors je vais rebondir un petit peu par rapport à Fred Aubert. Boris, quand il m'a invité, ne savait pas que je connaissais Fred Aubert. Mais Fred Aubert, je l'ai rencontré en 2008 en licence 3 entraînement sportif à l'INSEP, donc au vaisseau amiral français du sport de haut niveau. Et donc ça a été mon formateur en 2008-2009. Ensuite, j'ai continué à entendre parler de lui parce qu'il a chapeauté un de mes camarades en tennis. Il a assez pris en main sur la préparation physique. Puis ensuite, mon camarade a continué son chemin sans Fred. Et puis Fred a continué à chapeauter beaucoup d'étudiants. Donc je connais bien Fred Aubert déjà de nom et puis de réputation et un petit peu plus proche également. J'ai un autre parallèle avec Fred Aubert et puis je m'arrêterai là. Bon, bien sûr, moi je suis grand et je suis beau et lui il est petit et beau, donc il y a une différence de taille au moins. Mais il y a un point commun avec Fred Aubert, c'est que même si ça ne sera pas ma casquette aujourd'hui, je suis également préparateur physique. Donc j'ai été préparateur physique d'un pôle France à l'INSEP pendant quelques années. Et puis j'ai passé en 2010 mon diplôme universitaire de préparation physique dans la ville de Bordeaux. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et il n'y avait pas de questions à poser là-dessus sur la présentation de Fred Aubert, même sur ses vidéos. C'est que Fred Aubert, il communique son expérience bien sûr verbalement, mais aussi de manière non verbale. Je ne sais pas si je vais réussir à être aussi doué que lui, mais vous avez vu sur des vidéos, il donne le bon geste, le bon timing à ses sportifs par le corps. Je trouve ça super intéressant. Moi, je ne travaille pas là-dessus, donc je ne saurais pas vous dire comment on peut capitaliser les savoirs corporels issus de l'expérience, mais pourtant il y a un vrai enjeu dessus. Donc j'en profite pour rebondir, ma présentation aujourd'hui sera limitée déjà par le temps, ensuite par mes propres recherches scientifiques et expériences professionnelles, et enfin, parce que je ne peux pas m'intéresser à tout pour le moment, on travaille à l'INSEP sur la capitalisation des savoirs, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, enfin de nouveau de manière pérenne, c'est quelque chose sur lequel on a un vrai budget depuis 2017, c'est-à-dire une vraie entité, quelque chose d'installé. Avant, il y avait énormément de procédures de capitalisation. Par exemple, quand on organise un colloque comme celui-ci, à l'INSEP, on a les entretiens de l'INSEP, on avait les entretiens de l'INSEP. Quand on organise un point rencontre, qu'on met 10, 15 entraîneurs de haut niveau ensemble avec des animateurs, formateurs, c'est aussi un temps de capitalisation. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà depuis très longtemps, mais depuis 2017, avec un collègue que je vous présenterai plus tard, on fait quelque chose d'un petit peu plus structuré. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'englobe donc pas le non-verbal, même s'il est très très important, de quelque chose qui porte uniquement sur les entraîneurs de haut niveau, alors que je suis intimement persuadé qu'on peut capitaliser l'expérience des sportifs. Par exemple, moi j'aimerais bien travailler avec des sportifs tels que Teddy Riner, Martin Fourcade, pour parler en France, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes générations. Alors eux, de manière informelle, dans le vestiaire, en marge des compètes, ils le font déjà, mais moi je pense que ça vaudrait le coup de mettre en place des démarches un petit peu rationnelles et formelles de capitalisation pour redonner aux athlètes et pour que les athlètes gagnent du temps dans leur développement de l'expérience, parce qu'être l'athlète, c'est pas que faire de la prépa physique, mentale, technique, tactique, il y a aussi des choses, une culture qui doit s'acquérir. Donc ça, je ne le ferai pas. Moi, je vais vraiment être centré entraîneur de haut niveau. Et je ne vais pas parler de toutes les choses qu'on peut faire de façon informelle quand vous discuterez après
et que vous échangerez, tiens, par la présentation de Fred Aubert, tu sais, moi, sur la préparation des féminines, mon expérience fait que je fais ça, vous serez dans la capitalisation, vous serez dans l'échange d'expérience. Mais moi, je vais vraiment parler d'un dispositif, de quelque chose qu'on réfléchit, qu'on met en place de manière formelle, stratégique. Et donc, en cela, je pense que je vais m'adresser plutôt aux responsables de formation, aux étudiants qui, dans le futur, devront réfléchir à comment aider les collègues entraîneurs à capitaliser leur expérience, etc. Donc, je vais revenir un petit peu sur la genèse de la capitalisation, sur les quelques concepts clés, un petit peu scientifiques, un petit peu plus professionnels. Et puis, j'espère avoir le temps de faire de l'ingénierie de projet. Boris m'a glissé dans l'oreille que je devais être aussi bon que Fred sur la gestion du temps, ou plutôt tout l'inverse. Et moi, je suis bien frustré, Fred, que tu n'aies pas pu faire les dernières diapos, quand même, hein, parce que ça me parlait bien. Alors, la capitalisation, il y a des enjeux. On peut au moins parler de deux types d'enjeux, des enjeux de reconnaissance sociale. Quand je vais, moi, interviewer un entraîneur seul ou avec des collègues, cet entraîneur, ensuite, ils nous le disent. Il se sent valorisé socialement. Parce que ces savoirs, ensuite, vont circuler au sein de la communauté. Donc il y a une reconnaissance sociale qui est importante. Je vais beaucoup parler de la France, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je suppose que c'est un petit peu la même chose. En France, on dit que les entraîneurs de haut niveau, ils ne sont pas très reconnus, ni financièrement, ni symboliquement. Quand il y a un souci, ils prennent un coup de fusil à pompe. Quand ça se passe bien, c'est le sportif qui est mis en avant. Donc il y a un souci de reconnaissance. Il y a une étude récemment sur carrière et formation des entraîneurs de haut niveau qui montre que c'est quelque chose qu'ils aimeraient voir changer. Ils disaient dans les entretiens, même si ce n'est pas une valorisation financière pour les médailles, etc., on aimerait au moins qu'il y ait une vraie valorisation symbolique sociale. Et la capitalisation correspond à ça. À l'INSEP, on dit que ça fait partie des dispositifs qui peuvent amener un petit peu de mieux-être chez nos entraîneurs. Donc un aspect de reconnaissance sociale. Il y a un deuxième aspect, c'est un aspect d'efficacité. Si on capitalise les savoirs, on verra plus tard, c'est pour qu'ils soient utiles à autrui. Donc si j'interroge Jean-Pierre Guimard, head coach du pentathlon moderne au pôle France INSEP, c'est pour que ces savoirs soient utiles à d'autres, que d'autres entraîneurs de pentathlon ou pas de pentathlon, jeunes ou moins jeunes, débutants ou experts, se saisissent, s'inspirent, prennent des choses de l'expérience de Jean-Pierre et soient un petit peu plus efficaces le lendemain. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça les deux grands enjeux. Alors, quand j'ai vu que Fred il était sur le programme, je me suis dit, je ne vais pas le louper. Sinon, les personnes, après la brillante présentation de Fred, vont se dire, mais pourquoi on a besoin de quelqu'un? Pourquoi on a besoin, nous, en Belgique, de monter des projets de capitalisation? Il y a des gens comme Fred Aubert qui font déjà de la capitalisation. Ah oui, Fred Aubert, il a écrit ou coécrit au moins ses 5 ouvrages. Fred Aubert, il a écrit dans la revue EPS, il a écrit dans la revue gratuite et professionnelle Réflexion Sport, revue de l'INSEP, vous verrez plus tard. Pour moi, le cas Fred Aubert, c'est vraiment un cas qui concerne un petit pourcentage d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre d'entraîneurs, d'acteurs du sport, à capitaliser nos savoirs et à les faire circuler. La plupart des gens qui prendront cet espace aujourd'hui, qui prendront ce microphone, font partie de ces gens, font partie de ces exceptions. Moi, mon travail, je pourrais travailler avec Frédéric Aubert, je pourrais travailler avec ceux qui vont passer aujourd'hui à cette place, mais mon travail, c'est avant tout d'aller chercher ceux qui ne le font pas, ceux qui n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie de se projeter sur une telle démarche. Et mon travail, c'est de les accompagner. Je travaille avec les entraîneurs et pour les entraîneurs. Alors, allons-y, la capitalisation, rapidement déjà, ce gros mot, capitaliser, capital, c'est pas mon invention, c'est pas une invention récente, le mot peut-être, mais la démarche, elle est vieille comme le monde. Donc, premier exemple, avec une photo digne de l'époque, sans doute une peinture rupestre de grotte, j'ai pas pris la meilleure qualité, le feu. Le feu, probablement, que nos ancêtres ont développé des savoirs. Savoir à quoi ça sert allumer un feu? Quel effet ça produit sur mon corps? Dans quel contexte m'en servir? Ah bah tiens, moi je me rends compte, quand tu rentres dans la grotte et qu'il pleuvait dehors, viens près du feu. Voilà, ça c'est un savoir. Savoir aussi comment allumer le feu, parce que c'est bien de savoir à quoi ça sert, etc. Mais si on ne sait pas de manière procédurale comment le faire, on se retrouve un petit peu bête, il nous manque une partie.
Et donc il y a sans doute eu déjà de la capitalisation autour de ce moment clé de notre histoire, de notre évolution, et de la transmission, de la circulation, entre les générations dans une même tribu, entre les tribus, et puis de manière générationnelle, d'une génération à l'autre. S'il n'y a pas de capitalisation, ça veut dire qu'on réinvente sans arrêt tout. Alors, je ne dis pas que ça a été capitalisé, puis après personne n'a nulle part réinventé, mais il y a eu de la capitalisation, puis il y a eu des redécouvertes, etc. Autre exemple, les techniques anciennes de construction, vous avez Notre-Dame ici, Notre-Dame de Paris, cathédrale dont la charpente a récemment subi d'importants dégâts. Notre-Dame de Paris, la charpente a été faite selon certaines méthodes. Je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent au bûcheronnage à l'ancienne. On parle d'équarrissage, on parle de hache à un seul biseau, dauloir, épaule de mouton, etc. On n'est pas avec les tronçonneuses et les outils manuels quand on a mis en place Notre-Dame, ni quand on a rénové la charpente dans les années 1800. Et donc aujourd'hui se pose la question, est-ce qu'on va faire une charpente avec les méthodes modernes, en bois ou pas en bois, ou est-ce qu'on va faire une charpente avec les méthodes traditionnelles? Et il y a une association telle que Charpentiers sans frontières qui montre qu'on peut reprendre la hache et on peut faire des chantiers pédagogiques sur le parvis de Notre-Dame pendant les 5 ans de la reconstruction, et qu'en même temps, on va retravailler ces savoirs anciens et on va essayer de retrouver comment ils faisaient à l'époque. Donc vous voyez, il y a des enjeux, c'est pas récent. La capitalisation, c'est très important parce que souvent, les savoirs issus de l'expérience précèdent les savoirs scientifiques. De toute façon, le lien entre expérience et science, on pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure, il est beaucoup plus serré que les épistémologies scientistes et positivistes dans lesquelles on baigne nous le fait croire. Bon, je vais passer parce que je suis en train de faire comme Fred. Vraiment, en plus, je vais être en retard. Alors, la capitalisation de type moderne, rationnel, formel, c'est quelque chose de plus récent. Il y a quelques domaines. Là-haut, vous avez du pain avec de la moisissure dessus. On en extrait de la pénicilline. Enfin, maintenant, on fait la pénicilline autrement. Donc, ça a été très utilisé pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, pour traiter un petit peu médicalement. Vous avez en bas, bien sûr, le milieu militaire, où il y a des retours d'expérience assez systématiques après toute OPEX, opération extérieure. Et vous avez le domaine nucléaire, le domaine des barrages, du génie civil. Tout ça, c'est des domaines, tout comme les grandes entreprises type Total, Framatome, etc. C'est des domaines qui sont fortement concernés par la capitalisation. On trouve des knowledge managers, des gestionnaires des connaissances dans toutes ces entreprises et dans tous ces domaines. Donc il y a quelque chose de très très moderne et très très actuel. Pour moi, la genèse de cette approche vraiment moderne et de l'élan qu'on lui donne, c'est un petit peu Sean qui, dans les années 80, 94 pour la traduction française, mais plutôt 80 en anglais, parle de savoir caché dans l'agir professionnel. C'est-à-dire que ce monsieur, il a dit, les praticiens ne sont pas dans des logiques d'application de savoir scientifique, etc., qu'on leur met. Bien sûr, ils s'en inspirent, bien sûr. Mais avant tout, pour répondre au primat de l'expérience, au primat de la situation, j'ai entendu bricolage dans l'introduction. Oui, du bricolage cognitif, effectivement. Ils vont développer des savoirs qui leur sont propres, des savoirs d'expérience. Et donc la capitalisation, il y a eu un boom ensuite dans les années 90, dans les entreprises, la société. Donc vous avez effectivement ces exemples. Il y a aussi Desutter qui a travaillé dans le domaine humanitaire, dans les projets sociaux en Amérique latine, qui a beaucoup écrit dessus. Alors dans le sport, je vais aller très vite. Coach John Wooden, étude de Tarpe et Gallimore en 1976. Donc déjà en 1976, de la capitalisation sur cet entraîneur a priori légendaire du basketball américain. Great Job Coach, un ouvrage en 96 du professeur Salmela, un scientifique qui a interviewé des entraîneurs. Et dans cet ouvrage, il propose rien de scientifique, il propose organisé par thématique, par chapitre professionnel, par thématique professionnelle, de restituer les savoirs de ces 15 ou 20 entraîneurs canadiens. Dans les années 2000, à l'INSEP, former des entraîneurs de main, des directeurs techniques nationaux, des entraîneurs, des responsables de formation disaient déjà il faut un conservatoire, il faut une académie des entraîneurs, il faut travailler sur le compagnonnage, sur l'expérience. Et puis, Serge Guémard et moi-même, on structure ça davantage depuis 2017, mais je ne peux bien sûr pas tout vous présenter. Il y a toujours eu, je vous l'ai dit, des points rencontres, des conférences, etc., tout au long de ces années.
Et donc il y a un petit peu voilà, une évolution qu'on espère positive, qui va continuer son ascension, on espère, il y a une évolution. Alors, très rapidement, une réalité, il y a plein d'ouvrages écrits par des entraîneurs, voire écrits par des entraîneurs aidés par des journalistes ou autres spécialistes de l'écriture. Il y a plein d'ouvrages qui redonnent déjà, qui font circuler les savoirs issus de l'expérience. Il y avait ceux de Fred tout à l'heure, en voici quelques-uns. Des articles, ça c'est revue Réflexion Sport, donc revue scientifique et technique de l'INSEP, des articles écrits soit pour restituer les savoirs des entraîneurs, soit carrément avec l'entraîneur. Là, celui-ci, il a été écrit avec l'entraîneur. Il s'est vraiment beaucoup investi, Jean-Pierre. Encore Fred Aubert, donc vous voyez, il ne parle pas que de la femme sportive, il parle aussi de vivacité athlétique. On en a entendu quelques petites choses. Comme je vous ai dit, ça peut concerner aussi les sportifs, les préparateurs physiques, les physios, les managers. Voilà, capitalisation des savoirs, ce n'est pas propre aux entraîneurs, même si moi je focalise le propos. Ça peut prendre la forme de DVD, ce n'est pas obligatoirement une restitution sous forme écrite, ou colloque, comme aujourd'hui. Alors, quelques points clés scientifiques, on va dire. Alors, ce n'est pas parce que la capitalisation, on en fait dans toute la société, dans le nucléaire, etc., qu'on est obligé d'en faire en sport. Après tout, le sport, c'est le sport. Notre écosystème, notre microcosme a ses particularités. Et bien justement, le primat de l'expérience, c'est-à-dire le fait que l'expérience, c'est la chose la plus importante pour entraîner, pour prendre des décisions et agir, est largement démontré par la littérature scientifique. Et en général, quand je parle à des entraîneurs, c'est aussi largement démontré. En général, j'entends bien que l'expérience est importante. Par ailleurs, dans la haute performance, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment chercher les médailles mondiales et olympiques, et ben, il y a le rapport de Claude Enesta qui dit, en France, que ces entraîneurs-là, ils écoutent surtout leurs pairs. Ils n'écoutent pas des entraîneurs de haut niveau, ils n'écoutent pas des scientifiques, avant tout, ils écoutent leurs pairs. C'est-à-dire que la légitimité sociale est très très importante pour parler, ce qui justifie le fait de capitaliser les savoirs de leurs pairs pour faciliter sa circulation, même si, bien sûr, les entraîneurs de la haute performance discutent déjà entre eux, bien sûr. Enfin, le turnover est très élevé en France sur les pôles France. On peut aussi penser sur les sports collectifs. Fred disait que rapidement, les 4 matchs qui ne fonctionnent pas, tu dégages. Et ben en France, sur les pôles France, les entraîneurs qui vont à Rio, donc en 2016, il y en a seulement la moitié qui étaient en poste depuis au moins 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a une moitié, ils arrivent comme ça, et ils n'ont pas tout à fait l'expérience des Jeux Olympiques. C'est la première fois. Donc, moi je pense qu'il faudrait moins vite les virer et les laisser développer leur expérience, parce que ce n'est pas parce qu'on rate les Jeux Olympiques de Rio qu'on ne sera pas prêt pour Tokyo, parce que justement j'ai eu cette expérience négative et je peux en tirer des leçons, ou plutôt j'ai eu ce vécu d'échec et je peux en tirer des leçons. Mais voilà, les chiffres sont là, et donc si les chiffres sont comme ça donne envie de faire circuler les savoirs issus de l'expérience des autres, pour que quand j'arrive jeune entraîneur dans l'olympisme, pas forcément jeune entraîneur tout court, mais dans l'olympisme, je puisse bénéficier plus facilement de l'expérience de ceux qui ont déjà vécu l'aventure olympique, avec tout ce que ça sous-entend. Alors, très rapidement, sur l'expérience, je vous passe les aspects scientifiques. J'aimerais juste qu'on retienne une chose très importante, le vécu n'est pas l'expérience. Quand j'entends des gens qui disent « Ouais, lui, il a 20 ans d'expérience, il a de la bouteille et tout », rien du tout, rien du tout. Le vécu, c'est les 20 ans. C'est un aspect quantitatif dans l'ensemble. L'expérience, c'est un aspect qualitatif. On élabore ou pas son expérience à partir de son vécu. Ce qui veut dire qu'un entraîneur qui a 10 ans de vécu peut avoir élaboré plus d'expérience en ayant du recul, de la critique par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qui se passe dans ses séances, une posture réflexive, il peut avoir plus d'expérience que celui qui a 20 ans de vécu. Donc ça, c'est très important parce que ça va orienter quand on va chercher à identifier qui on va interviewer, avec qui on va travailler, ce qu'on appelle les porteurs d'expérience. Également, les entraîneurs, on a tous des savoirs qui sont capitaux pour nous. Ça me fait fonctionner pour mon échauffement, ça me sert à ça. Voilà, moi vraiment, ça me paraît très très important pour le retour au calme, etc. Ça, c'est pour soi. Quand on capitalise, moi, mon travail, c'est pas de capitaliser les savoirs qui sont capitaux pour l'entraîneur qui est face à moi, le porteur d'expérience. Moi, je cherche à travailler sur la partie de ces savoirs qui est capitale pour autrui, qui est capitale pour un public cible, en général d'autres entraîneurs.
Donc ça, c'est aussi très très important, la différence entre capital pour soi et capital pour autrui. Moi, je cherche à avoir une valeur ajoutée. Je ne vais pas aller interviewer un entraîneur pour qu'ensuite je restitue, je fasse circuler auprès de ses pairs des lieux communs. Si c'est pour savoir qu'il est important de s'échauffer avant une séance, je suis désolé, je ne vais pas apporter mon regard là-dessus. Par contre, s'il a des modalités particulières d'échauffement par rapport à son public ou autre, là, ça m'intéresse. Si je pense que ça peut avoir une valeur pour autrui. Enfin, la circulation est très importante dans la capitalisation, parce que c'est bien de capitaliser des savoirs qui sont utiles à autrui, mais s'ils ne circulent pas, bah, il reste lettre morte en fait. Donc ça, c'est des éléments importants aussi. Sur la communication de l'expérience, c'est le cadre que j'utilise pour dire qu'on passe d'une expérience singulière, intime, à quelque chose de public, publiable, extime. J'aimerais juste insister sur le fait que l'entraîneur qui est avec moi va communiquer son expérience en fonction du public cible que je lui donne, les destinataires. C'est-à-dire que si je dis à Fred Aubert, bah Fred, je vais t'interviewer et tu vas me parler sur comment on entraîne. Tu vas me parler en pensant que tu parles à des collègues qui entraînent des féminines, tous sports confondus. Il ne va pas me dire la même chose et de la même façon que si je lui dis Fred, écoute, aujourd'hui le public cible, c'est les préparateurs physiques qui développent la force maximale, qui sont spécialisés sur la force maximale. Il ne va pas me dire les mêmes choses. Si je lui dis on s'adresse à des débutants ou à des experts, il ne va pas me dire la même chose. Donc l'intention communicative est fondamentale. Allez, je continue. Donc la capitalisation, c'est transformer l'expérience en savoir ou connaissance partageable, utile, qu'on met en circulation et qu'on va actualiser et croiser. Donc on va distinguer plusieurs étapes. Il va falloir, donc je vous ai dit, moi je suis dans une posture formelle, rationnelle. Je ne suis pas dans la capitalisation informelle qu'on fait tous au quotidien. Il va falloir de manière stratégique choisir, identifier le public cible, le porteur d'expérience, les îlots de capitalisation ou thématiques qu'on choisit pour ce faire. Il va falloir recueillir les données. Moi, en général, c'est des entretiens, je ne m'attarderai pas là-dessus. Il va falloir traiter les données, favoriser la circulation et enfin, penser l'actualisation et le croisement des savoirs. Alors rapidement, parce que le temps défile et il me reste pas mal de diapos, pour le public cible, et je vous laisserai également le PowerPoint, pour le public cible, je vous renvoie à différentes réflexions. Est-ce que je vais m'adresser, est-ce que les destinataires de la capitalisation, les destinataires principaux, ça va plutôt être des entraîneurs en récréatif, développement, élite, plutôt débutants, plutôt experts? Est-ce qu'ils encadrent particulièrement des enfants, des ados, des adultes, des hommes, des femmes? Je ne suis pas obligé de tout critérier. Est-ce que c'est des assistants? Parce que capitaliser des savoirs issus de l'expérience pour aider les assistants à être plus efficaces, ce n'est pas les mêmes savoirs issus de l'expérience probablement que pour les head coachs. Et les deux ont besoin de savoir pour être efficaces. Et enfin, est-ce que les entraîneurs que je vise, c'est plutôt des entraîneurs qui sont dans la formation du sportif ou dans la performance du sportif, même si on est toujours un petit peu dans un des deux. Alors, une fois que j'ai défini le public cible, pour qui ça va être utile, il faut que je pense à qui je vais aller interroger, le porteur d'expérience. On est tous porteurs d'expérience, mais moi, je dois choisir quelqu'un pour des raisons bien précises. Alors, ça va reprendre les points clés. On va se demander, est-ce que je veux un porteur d'expérience qui est expert? Est-ce que je le veux dans l'élite? Est-ce que je le veux dans l'initiation? Tout ça en fonction du public cible. On va aussi se poser des questions de reconnaissance socio-professionnelle, parce que lui, il va porter l'expérience. Donc, s'il est reconnu dans la communauté, son message circulera mieux et sera mieux approprié. C'est important quand même quand on capitalise. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'en tient à que des gens connus, loin de là. Est-ce qu'il est reconnu pour son expertise, sa créativité, sa méthodologie, son innovation? Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont aussi m'intéresser. Est-ce que je veux quelqu'un qui est vraiment expert ou est-ce que je veux quelqu'un qui a plein d'idées, qui est très créatif? Ou quelqu'un qui est méthodologue, qui structure la pensée et les façons de faire? À voir. À voir avec la fédération, à voir avec le club, etc. Au niveau des thématiques, je vais passer également rapidement. On peut entrer de plusieurs manières dans la capitalisation. Je peux vouloir travailler avec l'entraîneur sur son expertise, ou je peux dire, moi je vais m'intéresser à ce que tu peux me dire d'intéressant, mais pour rénover une formation professionnelle. Donc moi, ma formation professionnelle, l'unité de compétence numéro 1, c'est entraîner différents publics. L'unité de compétence 2, c'est savoir s'adapter, tac, tac. Bon,
voilà, je vais t'interroger sur ça. C'est aussi une autre entrée. Donc, comment, en fonction de mon intention, qu'est-ce que je veux en faire de la capitalisation, comment je rentre dans la capitalisation. Alors, on est obligé de choisir une entrée parce que sinon, je passe une année entière, jour et nuit, avec les entraîneurs. C'est impossible. Donc, bien sûr, il faut faire des choix, il faut faire des coupes, il faut faire des deuils, il faut faire des choix stratégiques. C'est comme quand on est à l'entraînement, j'ai 1 heure pour entraîner mes sportifs, je ne peux pas tout faire en même temps dans la séance. Donc, il y a aussi la question des savoirs à se poser. Et là, je passerai rapidement en disant simplement en bas, je vais capitaliser des savoirs à la fois qui sont efficaces, qui ont été efficaces pour l'entraîneur porteur d'expérience, mais aussi inefficaces, parce qu'on apprend beaucoup de l'échec. Par ailleurs, ces savoirs, ce n'est pas des recettes, c'est rarement des recettes, c'est plutôt des choses qui vont être inspirantes. Ah ouais, moi, je fais comment ? Ouais, ok, lui, il a dit ça, ouais, mais moi, par rapport à mon contexte, il faudrait que je l'adapte comme ça, etc. Qui vont me conforter dans ce que je fais déjà. Et c'est important d'être assuré, on est souvent seul quand on est entraîneur. Ou qui vont me questionner vers de nouvelles perspectives. Donc, en gros, c'est quelque chose de stratégique, systémique, on pense de façon globale en mettant au centre le public cible et notre intention. Il y a des principes qui sont chers à Weineck et aux autres méthodologues de l'entraînement, réalité, spécificité, individualisation, et ben on est là-dedans quand on fait une démarche. Les entraîneurs, ils sont un petit peu surpris, ou les responsables de formation dans les fédés qui travaillent avec nous. C'est quoi votre méthode, comment on fait ? Je ne sais pas, on va le définir ensemble, on va individualiser, on va s'adapter à votre demande, à l'entraîneur qui est en face. Est-ce que l'entraîneur il tchatche facilement ou est-ce que l'entraîneur il est plutôt taiseux? Est-ce qu'il va falloir d'abord aller l'observer longtemps en compétition pour développer de la confiance ensemble? Est-ce qu'il va falloir tout de suite discuter de façon informelle, formelle? Voilà, on est dans l'individualisation à tout niveau. Alors, capitaliser, c'est assez cool parce qu'on va dans des pôles France, il fait beau, bon, des fois il pleut, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a de l'humain. Et moi, ça, j'adore. Je suis très intéressé par l'expérience depuis toujours. Et donc, c'est des rencontres humaines avant d'être le dispositif de capitalisation que je vous présente. Alors, rapidement, je vais présenter qu'un des deux exemples. Moi, j'ai travaillé en thèse avec 10 entraîneurs de haut niveau experts. Donc, moi, j'ai fait une entrée par l'expertise avec des critères pour définir l'expertise. Et vous voyez là en bas d'ailleurs, je ne sais pas si vous le reconnaissez, lui. C'est mon pote, hein. Attention. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon pote, c'est un grand champion français et on a fait une photo ensemble tout simplement. Donc j'ai travaillé avec 10 disciplines sportives, donc moi j'ai fait une capitalisation qui n'était pas propre à une discipline. J'aurais pu dire, je vais capitaliser l'expertise d'entraîneurs d'athlétisme pour d'autres entraîneurs d'athlétisme. Non, moi j'ai dit, je vais capitaliser l'expertise d'entraîneurs pour d'autres entraîneurs de haut niveau. Voilà. Donc j'ai fait 30 entretiens, 10 avec chacun, j'ai aussi eu d'autres méthodologies et puis je vous montrerai, j'ai déjà fait quelques articles de circulation. Bah oui. Il fallait bien faire de la circulation et pas qu'une thèse où j'étudie la capitalisation d'un point de vue théorique et un peu pratique, puis ensuite je fais rien circuler. Il m'aurait manqué une partie du phénomène. Donc je reprends les étapes de tout à l'heure. Moi, le public cible, c'était entraîneur de haut niveau tout sport, porteur d'expérience, expert sur critères de préparation olympique et d'expertise. Les îlots de capitalisation, c'était à mon entrée, moi je demandais à chaque entraîneur, ok, toi, à ton avis, sur quoi tu es plus compétent que tes collègues ? Tu ne peux pas être expert sur tout, ce n'est pas possible, mais sur quoi tu penses avoir vraiment une plus-value? Et je croisais ça avec des tiers, c'est-à-dire des sportifs, des collègues et tout, pour m'assurer que j'avais bien identifié les îlots d'expertise. Parce que moi, le danger, c'est d'interroger l'entraîneur sur des îlots d'expertise qui ne sont pas vraiment ces îlots d'expertise. Et donc, dans ce cas, je vais apporter quelle plus-value lors de la circulation des savoirs? Si ce n'est pas des îlots d'expertise, s'il est simplement compétent, c'est très bien là-dessus. Les gens, quand ils vont lire les articles, etc., ils vont faire oui, ouais, c'est bien, mais c'est connu. C'est connu. On ouvre un bouquin, on le trouve, on va en formation, on le trouve, etc. Donc moi, c'est vraiment très important de croiser pour être sûr que les îlots d'expertise, c'était à peu près bien ça. Donc le recueil des entretiens, traitement, j'ai fait une synthèse et j'ai identifié des savoirs, je vous le montrerai un petit peu. Circulation, je vous le présente après. Et actualisation, croisement des savoirs, pour l'instant, on n'est pas très costaud, que ce soit dans ma thèse ou dans le travail à l'INSEP. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'investir ça. Alors, pour un des entraîneurs, Jean-Pierre Guillaumard, justement, 5 kilos d'expertise. Je vais zoomer
sur celui gestion de l'incertitude, juste pour vous donner un exemple de ce à quoi on peut arriver. Alors, lui, il donne 5 savoirs autour du pentathlon moderne. Il dit, 1, l'incertitude, elle est inhérente au sport, donc il ne faut pas la mettre de côté, il faut la traiter. Il ne faut pas fermer les yeux dessus, il faut la prendre en compte. À l'entraînement, il y a 2 stratégies par rapport à l'incertitude. D'un côté, un extrême où je vais être dans des situations très stables de tir, sans vent, sans soleil, sans rien, sans personne qui pète, qui vomit à côté, rien. Et puis de l'autre côté, limite, quand mon pentathlète s'entraîne au tir, je mets une corde à son poignet et je le fais bouger. J'exagère. Mais vous voyez, de l'incertitude. Donc lui, il dit qu'il y a ces 2 stratégies et il faut gérer l'équilibre entre ces 2 stratégies. C'est-à-dire que l'entraîneur, dans sa planification, pour chaque sportif, de manière individualisée, va déplacer son curseur entre certitude et incertitude. Par exemple, Élodie Clouvel, elle arrive au pentathlon moderne, nageuse de haut niveau, presque fait les Jeux Olympiques en 2008, très peur du cheval. Peur du cheval tout court, alors que l'équitation fait partie du pentathlon. Stratégie de Jean-Pierre Guillaumard, sachant que le cheval, on le découvre en compète 20 minutes avant de faire l'épreuve équitation. Donc on est dans une grosse incertitude, on est dans de l'adaptation quand on est pentathlète en compète avec le cheval. Stratégie de Jean-Pierre Guillaumard, je te donne le cheval le plus calme de la garde républicaine, puisque c'est des chevaux militaires, et tu auras toujours le même, ce qu'il ne fait jamais avec ses autres sportifs. Il donne des chevaux différents et pas souvent les plus calmes. Donc ça, important. Et lui, il dit, pour terminer, même s'il faut développer des îlots de certitude pour les sportifs de haut niveau, plus on va aller vers la haute performance, et le pentathlon moderne français est très performant, plus il va falloir travailler l'incertitude à l'entraînement. Tout ceci dans l'idée, parce que c'est finalisé, ces savoirs sont finalisés par l'exigence en compétition. Tout ceci dans l'idée qu'en compétition, on ait à la fois des îlots de certitude sur lesquels se baser, mais qu'en même temps, s'il y a un truc incertain, je puisse m'adapter. Boris, je termine juste 2-3 diapos. Donc, la circulation. 3 articles dans Réflexion Sport, un article sur l'extranet privé Lettres des entraîneurs, qui est destiné à nos entraîneurs de haut niveau qui préparent Tokyo. J'ai travaillé également avec un entraîneur national de cyclisme. Je ne développe pas cet exemple, mais je vous avais proposé la même structure pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choix, bien sûr. Le message à retenir, pour moi, il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'expérience, c'est une source fondamentale de connaissances et qu'elle est souvent trop négligée, y compris en termes de valorisation, reconnaissance. Et moi, ça me fait beaucoup de peine, si je puis m'exprimer. Et donc, il convient de la capitaliser. L'autre citation qui me semble à retenir, c'est qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et puis, dernière diapo, je vous propose prendre un petit papier, un petit peu de temps au temps cafette, et de réfléchir en faisant une petite analyse de ce colloque Guinamurois, en se disant, ok, c'est qui le public cible, quels sont les porteurs d'expérience, quelles vont être les thématiques, qualité cachée, quel recueil, quel est le traitement, circulation, croisement, et puis quelle actualisation pour envisager des savoirs dans le futur. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Alors je suis vraiment désolé de mettre un petit peu la pression comme ça, mais on a effectivement un horaire à essayer de respecter et voilà, il y a toute une série d'intervenants qui viennent par la suite. Donc on a quand même 2-3 minutes pour des questions rapides maintenant à Stéphane. Pardon. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre? Et je propose que par la suite, si on n'a pas le temps de satisfaire tout le monde au niveau des questions-réponses, je suis là jusqu'à 13h. Exactement. Voilà, jusqu'à 13h, il n'y a pas de maintenant souci. ici pendant la pause pour lui poser les questions. Est-ce qu'il y a quand même une question ou l'autre ici dans la salle? Oui. Bonjour.
Bonjour. J'avais donc une question sur le plan un peu de la thèse qui a été mise en place, sur le plan un peu plus méthodo. Parce que vous avez parlé que l'expérience était, donc si j'ai bien compris, donc une démarche qualitative par rapport au vécu. Donc comment est-ce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, je peux retirer quelque chose de l'expérience et d'en faire propre. Et en citant, vous avez cité Sean, et Sean a quand même montré que ces processus de réflexion dans et sur l'action ne vont pas de soi. Et donc ma question, c'est comment est-ce que vous avez identifié ces fameux porteurs d'expérience? Parce qu'il y a tout un champ quand même de recherche qui montre qu'il y a quand même, si je reprends votre terme, les îlots d'expertise qui sont non conscients. Et je voulais savoir si ces non conscients des îlots d'expertise avaient été contrôlés dans la recherche pour pouvoir justement montrer l'ensemble des savoirs cachés. Voilà. Il épuise le temps de parole là. Je vais essayer. C'est une question très intéressante d'un point de vue donc scientifique. Je ne sais pas si c'est exactement l'objet pour l'ensemble du public ici, mais pour répondre. Donc moi, c'est pas moi qui ai travaillé déjà, ça on est clair. J'ai bien entendu, c'est pas moi qui ai travaillé sur l'élaboration de l'expérience chez l'entraîneur. L'entraîneur a déjà élaboré son expérience. Par contre, comment identifier effectivement un porteur d'expérience qui aurait bien élaboré son expérience, même si on l'élabore tous, hein, quand j'ai dit 20 ans de vécu, ça se trouve, il a moins d'expérience, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas d'expérience, on en élabore tous. Alors, il y a la reconnaissance sociale. Tout ça, c'est dans un article qui va paraître chez Geriebs, qui est justement où je cherche à nuancer l'idée d'expertise, parce que l'expertise, dans les travaux anglo-saxons, c'est 10 ans, 10 000 heures. Alors moi, je ne vois pas comment, en 10 ans, 10 000 heures, on peut être expert. Enfin, pour moi, c'est un délire sans fin. Pour moi, c'est un élément, ces éléments quantitatifs. Donc, il y a le 10 ans, 10 000 heures, il y a le fait d'avoir une pratique réflexive, donc peut-être d'avoir déjà écrit des documents sur l'entraînement, d'avoir peut-être déjà été invité en conférence, qu'on me recommande cet entraîneur aussi. Alors, c'est pas parce qu'on me recommande cet entraîneur, on connaît tous le copinage, hein, ça suffit pas. Mais par un ensemble de critères, je vais estimer de manière qualitative, je vais estimer que voilà, cette personne, par ses résultats aussi, parce que le résultat arrive forcément avec de réflexion, quand on a quand on a une grosse hégémonie en Coupe du Monde, bon, quand ça arrive qu'une fois, on peut se dire il y a des générations, il y a des sportifs exceptionnels, il y a des contextes, etc. Quand ça arrive plusieurs fois avec plusieurs sportifs sur plusieurs années, on peut se dire bon, le staff il est quand même derrière, les sportifs ils sont aussi constants, etc. Donc c'est par un ensemble de critères comme ça que j'ai inféré des porteurs d'expérience. Par contre, effectivement, c'est discuté et je peux pas dire exactement. Lui, il est extrêmement réflexif. Lui, pas du tout. J'ai plutôt considéré une myriade de facteurs. J'espère répondre. Merci. Merci. Donc je propose qu'on en termine là-dessus au niveau des questions-réponses. Juste avant de quitter la salle, j'ai 2 informations techniques. La première, apparemment, une série de personnes qui sont arrivées tôt et qui ont demandé un repas n'ont pas reçu un bracelet. Donc normalement, il y a un petit bracelet qui permet de contrôler les personnes qui prennent leur repas de ceux qui n'ont pas de repas. Donc ces personnes qui sont susceptibles de prendre leur repas vont trouver Anne Delvaux au secrétariat pour aller chercher leur bracelet. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, il y a, comme vous le savez, des posters qui ont été affichés. Là, je vais demander à ceux qui présentent leur poster de se tenir à côté de leur poster pour présenter à ceux qui veulent. C'est libre. Et il y a à la fin de la journée un prix du meilleur poster. Alors, les critères, ça va être très simple. Ça va être des likes. Alors, pour les likes, vous avez tous reçu un petit carnet ADEPS dans le sac du colloque. Et il y a ici des petits séparateurs de pages de couleurs. Donc, je demande que vous élisiez les 3 posters que vous préférez. Alors, je ne vais pas contrôler, mais donc vous pouvez mettre jusque 3 petites étiquettes, pas sur le poster, juste à côté, évidemment. Et à la fin de la journée, on comptabilisera le nombre de likes au niveau des posters et le classement se fera en fonction de ce nombre de likes. OK ? Alors, dernière chose, je propose que l'on essaye de revenir aux alentours de 10h30 pour pouvoir commencer vers des 11h pour pouvoir commencer vers 11h05 au niveau de la suite du programme. Merci et bonne pause. C'était dans le thème ? Oui, attends. Alors.